Why is this happening to me? What do you think happens when we die? Qu'est-ce qu'il y a de pénible que d'être avec soi-même? Réveille-toi, réveille-toi. Hey, yeah. It's time to wake up. Réveille-toi, hey. Réveille-toi. Wake up, wake up, wake up. Bienvenue dans Wake Up Conversations, une interview intimiste, humaniste, où l'on aborde les grands mystères de la vie. Qui sommes-nous? Quel est le sens de notre existence? Que se passe-t-il après la mort? Avons-nous tous un destin? Je suis Anaïs Raoux, directrice de l'école de développement personnel Wake Up, et on va parler ici des sujets qui nous tiennent à cœur au sein de l'école. Des sujets qui aident à grandir, des sujets qui dérangent, des sujets qui éveillent les consciences et redonnent le pouvoir à ceux qui osent y croire. Dans cet épisode, on va parler d'amour. L'amour, c'est la spécialité d'Esther Perel, une des thérapeutes de couple les plus célèbres de New York. Ses TED Talks, visionnés plus de 25 millions de fois, ses livres traduits dans près de 30 langues, ses podcasts à succès font d'elle la Dr Love des États-Unis. Je discute avec Esther dans cet épisode de son succès, mais surtout de sa vision de l'amour, de l'érotisme et de l'infidélité. Ce qui est passionnant, c'est qu'elle explique comment des grands changements de société affectent l'intimité et les relations entre les personnes. Et comment la sexualité et l'infidélité sont des fenêtres pour comprendre le monde, les relations et les individus. Victor Hugo disait « Vous voulez la paix? Créez l'amour. Peut-être que c'est la clé. » Installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Esther Perel. Esther, vous êtes fille de parents polonais, oui. Tous les deux survivants de la Shoah. Oui. Et vous avez grandi à Anvers dans une communauté de survivants. Vous dites en parlant de cette communauté, il y avait deux groupes de personnes, ceux qui n'étaient pas morts et ceux qui sont revenus à la vie. Ils sont notamment revenus à la vie grâce à l'érotisme, l'amour. Comment amour et érotisme peuvent-ils être un antidote à la mort? Comment parviennent-ils à guérir les blessures après tant d'horreurs? Il faudrait peut-être d'abord définir le mot érotisme. C'est-à-dire que la version moderne de ce mot est assez sexualisée. Mais la version mystique du mot érotisme, c'est une énergie de vie. C'est ce qui nous permet d'affronter les défis, les adversités, les horreurs. C'est comment est-ce qu'on marche, c'est l'espoir. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir vivant, pour se sentir avec cette force. C'est pas uniquement au niveau amour et sexualité. Et je pense que cette distinction de qu'est-ce que c'est que cet antidote à la mort, ou la mort, la vraie, ou celle qu'on peut ressentir intérieurement, une mort interne, une morosité, une morbidité. Cette distinction-là, je la vois même en tant que métaphore dans toutes les relations personnelle ou professionnelle. Je veux dire, tout le monde connaît la différence entre une relation qui n'est pas morte et une relation qui est vivante. Entre une entreprise qui survit et une entreprise qui vit. Donc, être en bonne santé ne veut pas juste dire ne pas être malade. Et comment est-ce qu'on arrive à se reconnecter? C'est comment est-ce qu'on prend à nouveau des risques? On se sent vivant quand on prend des risques. Parce que quand on va découvrir ou faire des choses nouvelles, ou qu'on est dans l'exploration ou dans la curiosité, et qu'on n'est pas dans la protection et la peur, qui est ce geste-là ou ce geste-là, à ce moment-là, on prend des risques. C'est de faire confiance. Quand on peut à nouveau faire confiance et sentir que les autres sont là pour nous, que le monde n'est pas à notre poursuite, qu'on peut ouvrir les rideaux, on peut se montrer et on ne va pas être blessé pour autant. Donc confiance, risque, jeu. Jeu dans le sens, qu'est-ce que c'est jouer? C'est quand prendre des risques est amusant. Aimer, s'attacher, se connecter à d'autres et ne pas avoir peur que si je m'attache, je vais perdre. Donc, il vaut mieux ne jamais s'attacher à personne et rester tout seul. Là rentre le rôle de l'amour dans le revivre ou dans cet érotisme. Et voilà, ce sont les trois éléments principaux. Aimer, donc s'attacher, se connecter, prendre des risques et faire confiance.
Et c'est quelque chose que donc vous avez vécu et observé quand vous étiez enfant, adolescente. C'est-à-dire que quand j'ai écrit l'intelligence érotique et que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est, je me suis souvenue en fait de ma propre communauté. C'est pas quelque chose que j'avais mis en mots, que j'avais articulé avant. Et je me suis dit, dans ma communauté, j'ai souvent remarqué qu'il y avait deux types de familles. Il y avait les familles qui survivaient et les familles qui revivaient. Il y avait les familles qui n'étaient pas mortes et puis il y avait les familles qui étaient vivantes en fait et qui s'étaient remises à vivre. Et quelle était la différence? Et c'était ça. C'était les maisons obscures, sombres, où on se protégeait parce que le monde était dangereux, qu'on pouvait faire confiance à personne, qu'il fallait toujours faire attention. Et puis il y avait ceux qui se disaient peut-être que le monde n'est pas vraiment si sécure que ça, mais n'empêche, on vit, on sort, on fait des choses, on prend des risques, on crée des carrières, on crée des familles, on voyage, on part, on se lie aux autres, on fait des amitiés, etc. etc. Et ça, cet acte d'antidote à la mort, en fait, c'est ça l'érotisme. Et qu'est-ce qui vous a ensuite, au cours de votre parcours, conduit à devenir sexothérapeute ? Mais ça, c'est un hasard de parcours, un accident de parcours. Moi, je n'ai jamais pensé que je devenais sexothérapeute. Moi, je suis ethnopsychologue au départ. Je me suis toujours intéressée à comment est-ce que les relations changent avec les grands changements culturels. Donc, tout ce qui touche à l'immigration, volontaire ou forcée, tout ce qui touche aux couples mixtes, aux familles mixtes, interraciales, interculturelles, interreligieuses. Comment est-ce que les relations changent quand le régime politique change, comme la chute du communisme à l'époque, ou qu'est-ce qui se passe quand il y a une révolution digitale? Comment est-ce que des grands changements de société et culturelles et sociales affectent l'intimité et les relations entre les gens? Ça, c'est ce qui m'a toujours intéressée. Ensuite est venue la sexualité par un hasard de circonstances, parce que j'ai écrit un article sur le scandale de Clinton. Oui. Mais parce que je me suis servie de la sexualité comme d'une fenêtre pour étudier une société. C'est-à-dire que toute civilisation, toute société, on peut la décrypter par rapport à son attitude, par rapport à la sexualité. Des femmes, des enfants, du corps, de la nudité, du plaisir, du charnel. Les aspects les plus archaïques, les plus traditionnels, les plus ancrés de toute société se reflètent dans son attitude et son approche par rapport à la sexualité. Et les changements les plus radicaux, les plus progressistes ont toujours eu lieu par rapport à la sexualité. Que ce soit la contraception, le mouvement féministe, le mouvement gay, la notion d'une identité sexuelle, chose qui n'a jamais existé avant. Sexualité, ça faisait partie de la condition. C'était pas un choix personnel qu'on définit, etc. La sexualité est une fenêtre pour comprendre une culture, pour comprendre une relation et pour comprendre un individu. Donc en écrivant cet article, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'article est devenu un livre. Le livre a ensuite été traduit en 30 langues. Il a ensuite amené un TED Talk. Les TED Talks ont près de 30 millions de visionneurs. Les TED Talks ont amené à South by Southwest. Ça a amené au podcast Where Should We Begin, qui a 20 millions de personnes et qui est devenu une sorte de campagne de santé publique où je me suis rendu compte que si au départ j'avais pris des concepts cliniques que j'avais apporter à la place publique, là, c'était la pratique clinique que je voulais apporter à la place publique. Et ça, le podcast, on vient dans mon cabinet, on assiste à des séances de thérapie que je fais avec d'autres couples, mais plus on écoute attentivement les autres et plus on se rend compte qu'on est devant son propre miroir. Donc, la notion de ne plus faire mon travail qu'entre quatre murs. Que la thérapie, c'est important, je continue à la faire, je garde ma pratique, mais qu'il y a aujourd'hui un besoin d'amener cette pratique au centre même, au cœur même de la société. Et que de la même manière qu'on n'est pas en bonne santé ou qu'on ne se soigne pas uniquement en allant chez le médecin. On se soigne en vivant une autre vie, en mangeant différemment, en se comportant différemment, en ayant d'autres relations. C'est ça la santé. Et la même chose est pour la santé relationnelle ou pour la santé émotionnelle ou c'est que c'est pas uniquement chez le psy que ça se passe. Ça se passe dans la manière dont on vit et dont on vit avec les autres. Et comme les thérapeutes de couple, on est habitués aux relations polarisées.
on connaît bien le conflit. On n'a pas besoin d'être dans le monde d'aujourd'hui pour se rendre compte qu'il y a une polarisation qui se fait. C'est que quelque part, nous, ça fait 30 ans qu'on pratique ça, qu'on travaille avec ça. Donc, quelque part, on a quelque chose à apporter, surtout les thérapeutes de couple et de famille, à apporter à la société au lieu de ne travailler que dans notre cabinet. Mais vous le dites justement, mon métier consiste à aider les gens à se maintenir et à se sentir en vie. Donc, on voit que c'est très large comme mission. Qu'est-ce qui fait justement qu'on se sent en vie dans un couple ? On se sent en vie dans un couple quand on garde une certaine curiosité, qu'on se rend compte qu'on a encore toujours quelque chose à découvrir sur soi-même ou sur l'autre, qu'on a des expériences nouvelles, que la stabilité ou que la routine est une expression de la stabilité, mais pas d'une complaisance et d'une paresse. Vous savez, c'est la différence entre cette position-là, où il ne se passe rien, et cette position-là, comme celle que nous avons là maintenant, vous et moi, où on est curieux, on est attentif, on fait attention, on est engagé, on est présente, on n'a pas de téléphone dans la main, on est focused, comme on dit. Eh ben ça, on se sent, il y a de l'énergie dans notre corps et il se passe quelque chose entre nous. Ça, c'est vivant. Voilà. Et tout le monde sait ça, parce que les gens le font souvent, d'ailleurs au travail, pendant la journée. Mais en général, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes au travail et puis ils ramènent les restants à la maison. Donc, si dans le couple, on a cette énergie-là, il se passe quelque chose. C'est ça, c'est dans les détails, c'est pas des feux d'artifice. C'est le fait que, si vous m'écoutez avec l'attention que vous me portez, j'ai l'impression que je vous importe, je suis importante, j'ai un sens, j'ai une valeur, j'ai une raison d'être là, et je ne suis pas juste un meuble. Voilà. Un meuble, c'est inanime, et moi, je veux me sentir vivre. Et je veux sentir que ma présence a un sens, et pas que si je suis là ou que je ne suis pas là, ça ne change rien. Absolument. Aujourd'hui, alors j'ai lu quelques articles sur vous, on parle de gourou de l'érotisme, que tout New York s'arrache, on est vraiment dans les superlatifs, mais c'est un fait. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait votre succès aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voyez que les autres ne voient peut-être pas ? Je pense que le fait que je sois une personne interculturelle moi-même, que j'ai vécu dans plein de mondes différents, que je vis toujours dans des mondes très différents. Je peux être un jour dans un congrès de psy clinique, un autre jour dans un congrès de tech, un autre jour dans les médias, un autre jour dans le RH. Je me retrouve dans plein de mondes différents et je suis une sorte d'Hermès messager qui fait le pont entre ces différents mondes. Donc c'est interculturel au niveau interdisciplinaire et au niveau culturel et au fait que je parle 9 langues et que je travaille dans toutes ces langues. Donc je travaille dans le monde entier aussi. Et je suis un peu anthropologue, ethnologue à ce niveau-là. Ça, je pense que c'est une chose, que c'est pas un discours moralisateur ou dans le jugement, que je ne viens pas avec des réponses, comme si je sais mieux que les autres, mais que je viens pour aider à avoir les conversations que nous devons avoir aujourd'hui et se poser les questions, parce qu'on a beaucoup de conversations à avoir aujourd'hui qu'on n'a jamais dû avoir avant. Il y a beaucoup plus de choses à négocier, à discuter et à décider soi-même. Le poids du moi n'a jamais été plus lourd. Et c'est là que j'ai quelque chose à apporter, que c'est un travail qui a été construit dans la rigueur, que je reste dans ma pratique, que je garde les pieds sur terre, pas que je suis mieux que les autres, que je suis amie des hommes et des femmes, que c'est pas un discours de parti pris, ni par rapport aux femmes, ni par rapport aux hommes. Ça, je le sais, parce que 40% des écouteurs du podcast sont des hommes. On nous le dit. Ben, Google nous le dit. Donc, on sait. Parce que je vois que dans d'autres... Hier, que selon l'environnement dans lequel je suis, ça peut être plus féminin ou masculin, que c'est un discours qui est fluide aussi au niveau sexuel, que je m'adresse autant aux gens straight qu'homosexuels, que trans, que je veux dire que c'est intégré,
que c'est intégré, que ce n'est ni dans le côté laïque, progressiste, ou dans le côté que je travaille avec des communautés ultra-religieuses et des communautés ultra-laïques. Et je pense qu'il y en a très peu d'entre nous aujourd'hui qui continuent à vraiment être dans des mondes qui sont aussi différents. Très souvent, on se retrouve dans un monde très précis et on devient un maître de ce petit monde-là et on ne parle pas aux autres. C'est ce qu'on appelle en anglais le silo. Je ne sais pas comment vous dites en silo. Un silo. Ouais. Je ne suis pas dans un silo. Et je crois que ça, c'est un élément de ma force. Voilà, je pense que c'est un peu... En fait, moi, c'est le genre de question que je demande aux autres de répondre pour moi. J'en sais rien. Pourquoi Est-ce qu'il y a cette part aussi d'invisible, de subtil, notamment dans les couples que vous avez accompagnés, que vous continuez d'accompagner, et comment est-ce que vous parvenez à le percevoir ? Mais ça fait 35 ans que je travaille dans mon cabinet. Et j'apprends, j'observe, j'écoute, j'essaye. Il y a une valeur à l'expérience. Je ne viens pas donner des conseils parce que je suis quelqu'un qui a un atout dans le marketing digital. J'ai fait mes preuves et je continue à les faire. Et je crois que ça, c'est important. Quelque part, parfois, quand il s'agit du monde relationnel, on a un peu l'impression que tout le monde sait, que tout le monde peut avoir des opinions et tout le monde peut aider et tout le monde peut... et je ne pense pas que ce soit le cas. Je veux dire, moi, je ne ferai jamais une conférence sur le digital ou sur quelque chose de technique. Et personne ne penserait venir m'écouter quand je parle de ça. Mais pourtant, tout le monde va écouter des gens parler sur le relationnel qui ont peut-être eu 1 ou 2, 3 ou 15 expériences dans leur vie personnelle, mais ce n'est pas la même chose. Parce que comme nous vivons tous le relationnel, tout le monde croit et qu'on en parle tous, tout le monde pense que chacun peut être un expert dans le relationnel. Tout le monde comprend qu'on ne peut pas tous être experts dans le technique. Mais tout le monde pense que tout le monde peut être expert dans le relationnel. Ça, c'est... Et je pense que quelque part, ce qu'on ressent quand je parle, c'est qu'il y a une distillation d'années de pratiques. Et de pratiques difficiles dans des situations complexes. Je pense qu'une des choses que je fais, c'est que j'essaye de rendre accessibles des choses qui sont complexes, mais sans faire des choses simplistes. Et quelque part, je garde une certaine amour de la complexité que j'ai quand même appris en Europe avec un élément accessible que j'ai appris en Amérique. Hier, j'ai fait une grande conférence ici à Paris. Tout le monde était étonné que le public s'ouvre, se participe. Moi, je ne l'étais pas. Je pense que quand on est vrai, quand on est authentique, quand on est frais, quand on amène quelque chose de nouveau et quand on crée une expérience... tous les publics du monde, que je sois en Inde, en Turquie, en Israël ou en France, répondent quand même plus ou moins de la même manière. Parce que petit à petit, ils se rendent compte qu'ils peuvent être en confiance et que je ne suis pas là pour les exploiter et qu'on va vivre quelque chose ensemble. Parce qu'on fait tous partie de cette même société dans laquelle on essaye tous, tant bien que mal, d'arriver à gérer nos vies relationnelles. Et que les relations n'ont jamais eu autant de changements aussi rapides qu'aujourd'hui, avec autant d'attentes qu'aujourd'hui, et autant de confusion et de choix et d'incertitudes qu'aujourd'hui. Le tout mêlé ensemble. D'ailleurs, vous en parlez dans votre dernier livre, best-seller qui se nomme « Je t'aime, je te trompe ». Vous parlez d'infidélité. Donc, aucun autre aspect de la vie de couple ne suscite autant de peur, de ragot ou de fascination que le sujet de l'infidélité. Pourquoi ce sujet est-il autant tabou ? Il est tabou de toute l'histoire. Il a toujours été interdit et toujours pratiqué, mondialement et historiquement. Et en même temps, le sens de l'infidélité a toujours changé. Parce que pendant toute l'histoire, fidélité n'avait aucun rapport avec amour. C'était un élément économique, c'était une imposition sur la femme. Ça n'a jamais été quelque chose à genre égal. Ensuite,
c'est devenu une crise amoureuse parce que le mariage était une entreprise économique et qu'aujourd'hui, le mariage ou le couple est devenu un arrangement affectif et amoureux. Donc, fidélité veut dire tout autre chose. Fidélité veut aussi dire tout autre chose ou infidélité quand on se marie et qu'on a des rapports sexuels pour la première fois et qu'aujourd'hui, on se marie, on arrête d'avoir des rapports sexuels avec les autres. Monogamie ne veut pas du tout dire la même chose quand pendant toute l'histoire ça voulait dire une personne pour la vie et qu'aujourd'hui ça veut dire une personne à la fois. Donc tout le monde se dit moi je suis monogame dans toutes mes relations. Enfin pas tout le monde mais beaucoup. Ça veut dire quoi monogame dans toutes mes relations? Donc les mots sont les mêmes, le sens a entièrement changé. Mais je me suis servi du thème de l'infidélité parce qu'il est tabou et parce qu'il est encore aujourd'hui peut-être encore plus douloureux qu'il ne l'a jamais été. Parce que les attentes du couple ont entièrement changé et qu'aujourd'hui, je ne me mets pas ensemble avec ceux que mes parents ont choisis pour moi, mais avec la bonne personne, avec the one. Et quand je choisis ce the one, c'est plus censé arriver, cette infidélité. Donc, elle fait encore plus mal. Elle est devenue la crise d'identité, elle est devenue une rupture de confiance, elle est devenue une fracture de ma réalité comme jamais elle ne l'était avant, parce que je ne m'y attends même plus. Et parce que ce que j'attendais de toi était que ça n'arrive jamais, ou de nous. Et je me suis servi de l'infidélité parce qu'il s'agit de tromperie, de mensonge, de trahison, d'abandon, de rejet, de passion, de désir, de vengeance, de jalousie, de possessivité, que tout le drame humain se recèle à travers cet événement qui s'appelle l'infidélité. Et que d'abord, il n'y a que l'opéra pour aller entendre tout ça. Donc je me suis dit, je vais me servir de cette crise qui regroupe tant de choses pour parler des relations. Et que l'infidélité, on l'a dans notre vie intime, mais on l'a même aujourd'hui dans le travail. Où il y a de moins en moins de loyauté, il y a le sentiment que de bouger et de faire pour soi est plus important que de rester, que l'engagement n'est plus une question d'engagement moral d'un accord qu'on fait, mais que c'est un engagement par rapport à ma vérité personnelle. Et la vérité personnelle, c'est mon authenticité à moi. C'est pas ce que j'ai promis aux autres. Et donc, on parle d'infidélité dans tous les contextes aujourd'hui, ou de manque de fidélité, ou de manque de loyauté. Et je me suis dit que c'est un concept qui est à la fois tellement ancien et tellement contemporain. Parce que justement, l'amalgame peut-être qu'on fait, c'est qu'on associe infidélité et trahison. Là, on parle du boulot, on parle dans la vie perso. Mais ce que vous dites, vous, dans ce livre, c'est que justement, il y a des nuances à apporter là-dessus. Que c'est peut-être un cri d'appel à l'aide, que c'est autre chose que une simple trahison. La trahison, c'est ce que l'infidélité est pour celui qui en souffre. Mais dans toute infidélité, il y a deux histoires. Ce que ça t'a fait à toi et ce que ça représente pour moi. Et il faut pouvoir comprendre les deux. L'effet, l'impact, mais aussi le sens et la motivation. Pourquoi est-ce que des gens qui ont été fidèles pendant 10, 15, 20 ans, parce que moi, les récidivistes, c'est pas ça qui est intéressant. C'est les personnes, la grande majorité des gens qui viennent dans notre cabinet sont des gens qui ont été fidèles pendant des années et qui un jour font quelque chose qu'eux-mêmes n'ont jamais imaginé qu'ils allaient faire. Pourquoi ? Et au risque de tout perdre. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher ? Qu'est-ce qui leur donne la force de prendre ce risque-là ? Ou le courage, ou le défi, ou le manque de quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé à écouter avec une autre oreille, où les gens me disaient souvent, il y a plein de raisons pour tromper qui ont à voir avec les mécontentements de la relation même. L'indifférence, le mépris, la jalousie, la possessivité, la violence, le manque de communication, le rejet sexuel pendant des années. Donc il y a plein de raisons qu'on peut puiser à l'intérieur d'un couple qui va mal. Le symptôme. Mais il y a tout un autre récit qui est celui qui dit « Moi j'aime mon compagnon, je suis très bien chez moi et j'ai une liaison ». Alors on se demandait pourquoi. Et c'est là que j'ai commencé à écouter que souvent j'entendais quelque chose qui disait c'est pas du tout que je voulais quitter la personne avec qui je suis, mais je voulais quitter la personne que je suis devenue. Et ça fait 15 ans que je suis femme, je suis mère, je suis la femme de, je suis la mère de, je suis la fille de, je suis la belle-fille de, je suis l'employée de. Je n'ai plus rien fait pour moi depuis, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Dans des relations homosexuelles ou hétérosexuelles, c'est pareil.
Je voulais pas juste trouver quelqu'un d'autre. C'est pas ça qui m'intéressait. Mais je me suis retrouvée des parties de moi-même que je n'ai plus connues, que je n'ai plus senties depuis. Et c'est un tout autre aspect de l'infidélité qui est beaucoup plus courant que ce qu'on ne pense et qui n'est pas du tout vu et inclus dans la version infidélité veut dire trahison. Parce que c'est parfois plus quelque chose que j'ai fait pour moi que quelque chose que j'ai fait contre toi. N'empêche que ça reste un acte égoïste, c'est clair. Je veux dire, l'infidélité, c'est une histoire d'érotisme, dans le sens, on se sent vivant. C'est une histoire de transgression, de rébellion, de fracture de ces règles qu'on s'est soi-même établies. Et dans ce sens-là, c'est érotisant. Ça ne veut pas dire que je justifie quoi que ce soit, ou que je rationalise, ou que j'autorise. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je voulais comprendre, parce que ça fait tellement mal, ça casse tant de familles, ça laisse des legs sur les enfants intergénérationnels. Il fallait un discours qui soit pas uniquement blanc ou noir, qui essaye d'intégrer les nuances et la complexité de ce phénomène qui est tellement plus vaste. Qu'est-ce que ça veut dire quand une personne aujourd'hui à 67 ans, qui est encore très jeune, se retrouve avec un partenaire qui a de l'Alzheimer, avec lequel il veut rester parce qu'il est loyal, mais sans être fidèle? Est-ce que c'est une trahison? C'est tous ces exemples-là. Parce qu'on a toujours la notion du quinquagénaire ou de la midlife crisis du monsieur avec la jeunette. Ça, c'est du stéréotype complet. Or, les femmes aujourd'hui n'agissent pas tellement moins que les hommes. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Quel est le message? Comment est-ce qu'on guérit cette crise? Qui peut la dépasser? Quelles sont les infidélités qui sont fatales? Et quelles sont les infidélités qui sont des systèmes d'alarme qui, enfin, redonnent à un couple un coup de fouet qu'ils avaient besoin depuis longtemps? Esther, j'ai quelques questions courtes. Qu'est-ce que l'amour? Ouf! Il faut demander au poète. Il faut demander au poète. Je crois, c'est vraiment, d'ailleurs, hier soir, quand j'ai fait ce spectacle, j'avais Elsa Zilberstein avec moi. Enfin, nous étions ensemble parce que, justement, on a choisi des textes de Paul Éluard, de Khalil Gibran, d'Annie Ernaux, de Racine. Il faut laisser les poètes et les écrivains raconter l'amour. Moi, je ne peux pas définir ça. Je veux dire, c'est beaucoup trop grand. Comment arriver à pardonner? D'abord, il y a des choses qui sont impardonnables. Il ne faut pas tout pardonner. Commençons par là. Ensuite, il y a des pardons qui sont partiels. Ensuite, il y a des pardons qu'on fait pour ne pas rester emprisonné soi-même. Parce qu'il y a une phrase qui dit « Le ressentiment, c'est d'avaler le poison et d'attendre que l'autre meure ». Et donc, rester dans la haine ou dans la colère ou dans le ressentiment, c'est aussi rester attaché et collé à l'autre, mais d'une manière qui nous emprisonne complètement. Ensuite, il y a des pardons qui simplement veulent dire qu'on a compris que l'autre n'est pas parfait et qu'on accepte que l'estime, c'est quelque part la capacité de se voir soi-même ou l'autre comme quelqu'un qui a des tares, mais malgré tout, de maintenir une estime de soi. En anglais, ça se dit très bien. C'est to see yourself or others as flawed individuals, but still hold yourself or them in high regard. C'est d'accepter l'imperfection des autres, surtout de nos parents, de nos conjoints, de nos compagnons, de nos enfants, de nos amis. Le pardon, c'est l'acceptation de l'imperfection des autres. Ou de soi-même, parce qu'il y a aussi le pardon de soi. Le pardon ne peut se faire quand quelqu'un nous a fait mal que si l'autre reconnaît et prend sa responsabilité et exprime son remords ou sa culpabilité de la blessure qu'il nous a infligée. C'est très difficile de pardonner quelqu'un qui nie ou qui minimise ce qu'il nous a fait. Donc le pardon est quelque chose de super complexe qui est une interaction qui n'est pas juste quelque chose d'intérieur. Je pardonne plus facilement quelqu'un qui s'excuse. Je pardonne plus facilement quelqu'un qui assume. Je pardonne plus facilement quelqu'un qui reconnaît l'effet de ses actes sur moi. Mais si je suis avec quelqu'un qui nie, et ça c'est vrai à un niveau individuel et à un niveau national. Et je pardonne parce que parfois, je pardonne en partant et parfois je pardonne en restant.
Quelle est la leçon que vous avez mis le plus de temps à apprendre ? C'est une leçon que j'ai d'ailleurs mis dans les 2 livres. Cette notion que nous avons aujourd'hui de demander à une personne de devenir un village entier, de nous donner ce qu'avant nous donnait toute une communauté, que la même personne soit intellectuellement au même niveau que moi, émotionnellement empathique, sexuellement intarissable, parentalement engagé avec moi, mon meilleur ami, mon confident, mon amant, mon soutien économique, la personne qui m'aide à devenir la meilleure version de moi-même. Non mais c'est extraordinaire. Et moi, j'ai bu le même élixir quand j'avais 16-17 ans et petit à petit, je me suis rendu compte que le village, on en a toujours besoin. Et que même si la relation amoureuse aujourd'hui est devenue 10 fois plus centrale, 10 fois plus importante, on ne peut pas demander à une personne d'être tout. Que c'est une recette d'échec. Et je pense que ça, je le découvre encore de plus en plus. C'est qu'est-ce que représente aujourd'hui le village ? Avant, tout le monde savait ce qui se passait chez le voisin. Les murs étaient pleins de trous et on connaissait toutes les disputes et toutes les réconciliations. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe chez les autres. Et les amis peuvent venir nous dire on se sépare et on n'a rien vu venir. Qu'est-ce que moi je peux faire pour recréer ce village, même s'il est de temps en temps virtuel ? C'était ça aussi le podcast, c'est les ateliers online, parce qu'il y a l'intelligence érotique, puis après les gens me disent mais qu'est-ce que je dois faire ? Et donc j'ai dit bon, on va faire un atelier online de comment ramener ce désir, comment le revitaliser. Et ce qui m'a été le plus important à apprendre, c'est tous ces éléments-là. C'est comment mettre les choses ensemble dans ma vie à moi et dans ma vie professionnelle, aux 2 niveaux. Dans mes formations, en fait... Parce que quand on a travaillé dans un cabinet entre 4 murs pendant tant de temps, on a terriblement peur que si on ouvre la porte, tout va se diluer. Et qu'on va perdre la complexité, qu'on va perdre les couches, les nuances et tout ça. Qu'est-ce que ça représente que de parler à des gens qu'on ne voit pas quand on est la dernière profession qui est complètement analogue ? Il n'y a pas de tech dans la psychothérapie. Comment intégrer le progrès, mais en ne perdant pas la sagesse, en fait. C'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que je continue à apprendre à faire dans tout ce que je fais. Donc vous créez un village. Je crée un village avec les méthodes d'aujourd'hui. Ouais. Génial. Que croyez-vous avec certitude ? Que la qualité de nos relations détermine la qualité de notre vie. C'est la qualité de nos relations qui, au bout du compte, va déterminer la qualité de notre vie. Qu'il y a une grande différence entre un curriculum vitae et une eulogie. Qu'il y a des gens qui ont des très beaux CV, mais qui ont des vies de merde. Complétez cette phrase. Le monde a besoin. Le monde a besoin de tant de choses. Le monde a besoin de gens qui protègent la planète, premièrement, d'un vrai effort immédiat et d'acte sur l'environnement. S'il n'y a pas de planète, même ce que moi je fais n'aura plus aucune importance. Ensuite, le monde a besoin de gens qui ne sont pas d'accord et qui se mettent à parler ensemble. Et le monde n'a surtout pas besoin des gens qui passent leur temps avec les autres et qui pensent comme eux toute la journée. Le monde a besoin qu'on ait des modèles multiples pour comment vivre la famille, le couple et l'amour et les relations. Le monde a besoin que les femmes soient protégées. Le monde a besoin qu'il n'y ait pas 9 pays où une femme infidèle ou une femme qui n'a rien que regardé dans le mauvais sens puisse encore être tuée. Le monde a besoin de revoir l'identité masculine parce que les hommes sont tout aussi emprisonnés que les femmes et que le patriarcat et le sexisme, ça affecte tout le monde.
Le monde a besoin qu'on arrête de consommer autant et qu'on se contente avec un petit peu moins et qu'on arrête de penser à l'optimisation tout le temps. Et c'est pour ça que vous m'avez demandé avant qu'est-ce que j'ai de différent. Je ne suis pas dans l'optimisation permanente. Je crois qu'énormément du self-help et du développement personnel est terriblement individualiste. Et tout le poids revient sur la personne de changer sa vie, de s'améliorer, de faire mieux. Moi, je ne pense qu'on ne vit pas seul et je pense qu'on n'arrive à rien tout seul. Et quand on dit « j'ai fait, j'ai réussi, j'ai accompli », c'est jamais tout seul. Et qu'il faut pouvoir accepter que nous sommes des êtres sociaux, que l'être humain est un animal social et qu'il est interdépendant et qu'il ne vit bien que par cette interdépendance et que ça ne lui enlève rien de dire que d'autres l'ont aidé, même quand il a bien réussi ou elle a bien réussi. Je crois que ça, c'est une grande différence entre ce que je fais. Et c'est pour ça que quand vous dites village, c'est la notion d'interdépendance, c'est la notion que l'autonomie qui fait partie du développement personnel doit se mêler à la loyauté qui fait partie d'une identité collective et que ces deux doivent vivre ensemble et pas que l'une annule l'autre. Merci Esther. Avec plaisir. Merci à Esther Perel pour cette conversation. Ce podcast est une création originale de l'école de développement personnel Wake Up. Retrouvez-nous sur www.wake-up.io. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le nous sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Cela m'aide énormément à le faire connaître. Parlez-en aussi autour de vous et sur les réseaux sociaux sur Instagram et Twitter, @wakeup_io. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien rater et écouter gratuitement les prochains épisodes.